C'est bien le plus grand empire de tous les temps. Il ne s'est pas bâti en un jour. De la grandeur à la décadence. De la conquérante à la conquise. Rome. Bonjour, je suis Joey Mantegna. Un ancien philosophe a dit un jour « Tous les chemins mènent à Rome ». À l'époque, il n'avait pas tort. Il y a 2000 ans, toutes les autoroutes de l'époque conduisaient effectivement à l'empire le plus puissant du monde. Son histoire débute dans le tumulte de la fondation de Rome par Rémus et Romulus. Elle se poursuit avec l'essor de Jules César, d'Antoine et de Cléopâtre, de Spartacus et d'autres personnages plus vrais que nature. Tous issus d'une civilisation faite de splendeur, d'actes de bravoure, mais aussi de violence pure. Voici donc la République de Rome. Ce sont les hommes et les femmes les plus doués de leur époque. Ils sont puissants, passionnés et généralement inflexibles dans leurs choix. Pendant plus de 1000 ans, ils dominent l'Occident, conquérant leurs ennemis, édifiant des villes somptueuses et cultivant une vie à la fois grandiose et décadente. L'Empire romain aura longtemps captivé l'imagination du monde moderne. Hollywood elle-même s'est attachée à recréer les palais païens de Rome, ses grandes fêtes publiques. Ses conquêtes, mêlant ruse et cruauté, et surtout son insatiable soif de vivre. Souviens-toi, souviens-toi. Je ne veux pas que tu m'oublies. T'oublier, c'est bien la dernière chose qui pourrait m'arriver. On ne retrouvera jamais un empire aussi vaste que le véritable empire romain. L'ancienne civilisation s'étend en effet sur 3 continents, de la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord et à travers l'Europe jusqu'en Asie, en passant par le Moyen-Orient. Si l'on doit à cet empire les bases durables d'une architecture, ainsi que d'un système juridique et militaire, c'est le peuple romain lui-même, issu d'innombrables pays et cultures, qui incarne véritablement sa puissance, sa gloire et sa prospérité. Le début de cette civilisation perdue se perd dans les mythes et légendes. La plupart des Romains situent leurs origines aux rives du Tibre, dans une région formant l'Italie actuelle. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rhea Silvia, fille du légendaire roi Numitor, donne naissance à 2 jumeaux, Rémus et Romulus. Mais le frère de Numitor craint que ses petits-fils ne détrônent un jour leur grand-père. Dans un accès de folie, il jette les jumeaux dans les eaux glaciales du Tibre. La légende veut qu'une louve repêche les 2 frères et les élève en les allaitant de son lait. En 753 avant Jésus-Christ, Rémus et Romulus sont adultes. Ils posent les fondations d'une nouvelle ville qu'ils baptisent Rome. Mais leur lien fraternel ne dure pas. Au cours d'une dispute familiale mineure, Romulus tue Rémus et demeure le seul gouverneur en place. Ses partisans s'établissent sur l'une des 7 collines qui forment la ville. Nous sommes ici au bord de cette colline du Palatin, et derrière nous se trouve le Capitole, une autre des 7 collines qui entourent Rome. Derrière encore coule le fleuve. La Rome antique s'étend précisément entre le Tibre, qui sert de flux aux échanges commerciaux entre le nord et le sud, et les collines alentour qui constituent un rempart naturel, un sommet desquels viennent peu à peu s'établir différentes communautés. Sous l'Antiquité,
L'Italie est une région de grande diversité culturelle. De nombreuses tribus, comme les Grecs, les Sabins et les Latins, commencent à se mélanger pour former une nouvelle race, les Romains. Les premiers Romains s'assemblent en petites communautés qui se développent sous la forme d'États indépendants. La plupart de ces peuples primitifs vivent dans des huttes recouvertes d'herbes sous l'autorité de rois issus des familles les plus riches. Mais 50 ans après que Romulus ait fondé la ville, l'une de ces tribus en plein essor conquiert les communautés dispersées et les rassemble sous une monarchie dominante. Ce sont les Étrusques. Les Étrusques sont un peuple raffiné, dont les poteries et les peintures sont de subtiles œuvres d'art. Ils croient en la vie éternelle après la mort et bâtissent des tombes au style élaboré. Mais c'est également un peuple brutal qui impose la terreur sur ses compatriotes romains. En 509 avant Jésus-Christ, après plus de 2 siècles d'oppression, un groupe d'aristocrates romains parvient à évincer la monarchie étrusque. Il crée à sa place un gouvernement, la République romaine, dont le développement dépasse bientôt les espoirs les plus optimistes. On est à l'aube d'une ère nouvelle. L'époque des rois tyrans est révolue. Le pouvoir ne repose plus entre les mains d'une seule personne. 2 consuls dirigent ce gouvernement. Ceux-ci sont des magistrats qui rédigent des lois et supervisent les affaires juridiques. Chaque année, un comité de sénateurs participant par ses décisions à la politique du gouvernement élit de nouveaux consuls. La République de Rome se compose de 2 classes de citoyens. Les plébéiens, la population courante composée des commerçants, des artisans et des agriculteurs, et les patriciens, ou l'élite dominante, qui détient le pouvoir politique. La plupart des décisions que prenaient les Romains étaient improvisées. Ils n'avaient aucun cadre constitutionnel, aucun garant comme nous avons pu avoir Jefferson, Madison ou Franklin. Il n'y avait pas de documents écrits. Le renversement du dernier roi étrusque avait permis de mettre en place une république. Mais l'ironie de la chose, c'est que les consuls qui l'ont remplacé ont modelé leur pouvoir sur ceux du roi qu'ils venaient de destituer. La seule différence est qu'ils étaient dorénavant 2. Aussi, les plébéiens ne tardent-ils pas à se plaindre que ce nouveau système n'est pas vraiment mieux que le précédent. S'ils ont le droit de vote, l'accès à la fonction politique reste pourtant réservé aux patriciens. En 471 avant Jésus-Christ, les plébéiens élisent, au sein d'une tribune qu'ils ont créée, un collège de 10 représentants de leur classe, chargés de les défendre contre tout type d'oppression politique de la part des patriciens et des consuls. En 450 avant Jésus-Christ, on vote une série de lois appelées les 12 tables, destinées à protéger les droits de tous les citoyens. Au fur et à mesure que les siècles passent, le droit s'inscrit en profession de prestige. Cicéron, un homme issu d'une famille modeste, devient l'un des plus éminents juristes et orateurs de Rome. Ses parents n'étaient ni des nobles ni des sénateurs. Cicéron figure parmi les quelques grands autodidactes. C'est l'avocat que tout le monde s'arrache, dans une époque où tout le monde peut se voir intenter un procès pour un oui ou pour un non. Il est l'homme qu'on va voir lorsqu'on a besoin d'aide. Ce statut lui confère énormément de prestige. À la manière de nos grands avocats, Cicéron est en public un habile défenseur, un comédien déployant sa verve à travers la salle d'audience. Pour l'une de ses plaidoiries, il va même jusqu'à emprunter à la rue des orphelins, afin de les présenter comme les enfants faméliques d'une femme dont il défend la cause contre son mari. Il s'adresse ainsi au jury. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que de l'innocence de ma cliente. Et je m'efforcerai d'oublier complètement que le plaignant est avant tout un infâme coureur de jupons qui bat sa femme et qui se permet de voler d'innocentes grand-mères. Si ces ténors du barreau font preuve de leur talent en gagnant les procès, c'est sur les champs de bataille que la plupart des Romains montrent leurs aptitudes.
Entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, l'influence de Rome s'étend hors des frontières de l'Italie. Chacun des deux consuls s'est constitué sa puissante armée, composée de légions d'hommes provenant de différentes classes. Ces légions romaines deviennent peu à peu la machine de guerre la plus violente que le monde ait encore jamais connue. Si leur principale motivation consiste à piller les richesses des territoires alentours, ces mercenaires ne savent pas qu'ils sont déjà en train de romaniser le monde. Peu à peu, les territoires qu'ils conquièrent deviennent des provinces de Rome. Au fur et à mesure de son expansion, l'Empire romain amasse les fortunes des nouvelles provinces qu'il s'est annexées. Il ne s'agit pas de conquérir de nouveaux citoyens, qu'on pourra ensuite imposer pour les besoins de la communauté, mais bel et bien de saigner les provinces de leurs trésors. Toutes ces richesses extorquées sont ensuite acheminées vers Rome. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine a déjà conquis la majeure partie du bassin méditerranéen, dont la Grèce, une partie de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, de l'Asie et du Moyen-Orient. Les consuls ont délégué aux gouverneurs qu'ils ont élus la gestion des provinces. Aussi, la plupart des habitants de ces provinces obtiennent le droit de devenir des citoyens romains à part entière. Lorsque les Romains envahissaient un pays, ils avaient pour principe de faire participer les habitants de ce pays aux conquêtes suivantes. Par contre, ce que les Romains n'ont pas fait, et c'est ce qui les différencie d'autres conquérants sous l'Antiquité, c'est de taxer le peuple de la péninsule italienne. À la place, ils ont préféré exiger de ces communautés un quota annuel de soldats, c'est-à-dire un enfant, un fils, qui permettent à leurs troupes de faire perdurer leurs forces, de sorte qu'ils puissent continuer à remporter leurs victoires et à ramener des richesses pillées dont tout le peuple romain bénéficiera en retour. On achemine vers Rome, capitale de l'Empire, la plupart du butin. Il y a là notamment des statues de marbre et des reliefs qui serviront à décorer le forum, le centre administratif de la ville. En 100 avant Jésus-Christ, le forum est déjà un lieu débordant d'activités. C'est là que les orateurs s'adressent au public, face au palais du Sénat. Dans les nombreux temples dédiés aux dieux païens comme Jupiter, Minerve ou Apollon, les citoyens prient et se livrent à des sacrifices. Le forum devient le centre florissant et monumental, véritable symbole de la richesse et de la puissance grandissante de Rome. Si l'on avait pu traverser le forum à l'époque, on n'aurait certainement pas vu ce qu'on voit souvent dans les films, cette espèce de décorum vierge, d'un blanc très pur. On y aurait trouvé à la place une profusion de couleurs. Il faut aussi savoir que Rome était une ville verticale. Les Romains ont inventé le gratte-ciel. Évidemment, les immeubles n'avaient que 4 ou 5 niveaux. Pour ériger ces villes puissantes, l'expansionnisme romain a besoin de main-d'œuvre. De nombreux habitants des territoires conquis deviennent des citoyens romains, mais bien plus nombreux sont ceux vendus aux enchères comme esclaves. Si quelques milliers d'entre eux s'en tirent avec une instruction et une situation convenable en tant que philosophes, musiciens, danseurs ou professeurs, plusieurs dizaines de milliers d'autres sont astreints à un travail manuel exténuant. Je me trouve ici face à l'entrée des carrières de Syracuse. Elle figure parmi les plus grandes carrières de pierre de l'Antiquité. Ici même, des esclaves se sont éreintés à extraire de leurs propres mains la pierre des édifices. Beaucoup sont morts dans ce travail dangereux et harassant auquel personne d'autre ne se serait risqué. Et lorsqu'on considère l'Antiquité tout entière, son architecture classique, ses imposants monuments, son art et sa littérature, il ne faut pas oublier qu'elle s'est appuyée à l'origine sur l'exploitation d'esclaves. Voilà par exemple le genre typique de chapiteau que l'on sculptait à partir de ces pierres. Cette magnifique capitale, tout en pierre massive, n'aurait pas existé si autant de gens ne s'étaient pas échinés aux travaux forcés. Si nécessaire, l'armée romaine a tôt fait de ramener l'ordre parmi les esclaves rebelles. De toutes les révoltes de l'époque, la plus importante a lieu dans la péninsule italienne. Elle démarre sous l'impulsion de Spartacus,
un esclave contraint de risquer en permanence sa vie comme gladiateur dans l'arène. Refusant sa condition, Spartacus s'enfuit et commence à rassembler autour de lui des dizaines de milliers d'esclaves. Pendant 2 ans, ils parviennent à tenir en respect l'armée romaine pendant qu'ils pillent de leur côté la campagne italienne. La révolte des esclaves de Spartacus a été capitale pour la perception que les Romains avaient de leurs esclaves. Elle a été la plus violente des rébellions. Il a bien fallu 2 ou 3 légions entières de soldats pour en venir à bout. Elle a tout à coup fait prendre conscience aux Romains que ces esclaves qui entretenaient leur maison, qu'ils côtoyaient quotidiennement dans la rue, étaient des gens capables, s'ils le voulaient, de les assassiner dans leur lit. Le mouvement mené par Spartacus a été un traumatisme terrible pour la République de Rome. L'idée qu'une armée d'esclaves puisse faire plier l'armée romaine était une chose impensable à Rome. Afin de sauver la face et de traquer les rebelles, les consuls de Rome envoient 2 de leurs plus prestigieux commandants. Crassus, un riche général expérimenté au combat, et Pompée, un guerrier surdoué dont les conquêtes lui ont valu le surnom de Pompée le Grand. Une fois qu'on vous a appelé le Grand, alors que vous n'avez que 25 ans, j'imagine que ça façonne votre personnage pour le reste de votre vie. Pompée était un homme qui n'avait aucune patience pour s'intéresser à la hiérarchie politique. Il ne venait pas d'une famille noble. Des amis lui lisaient des livres pour lui expliquer le fonctionnement du Sénat. En 72 avant Jésus-Christ, Crassus, aidé de Pompée, emmène donc 40 000 hommes pour chasser Spartacus et ses esclaves rebelles. En moins d'1 an, on parvient à rattraper la plupart d'entre eux et on les tue. Spartacus et 6 000 autres finissent prisonniers avant d'être crucifiés sur autant de croix s'étendant sur des kilomètres le long de la voie appienne, la voie principale de Rome. La crucifixion était une forme assez courante d'exécution dans l'Antiquité. L'agonie était très lente et les suppliciés mouraient en fait de suffocation parce qu'ils étaient entravés dans leur mouvement respiratoire. On laissait ensuite leurs cadavres se décomposer à la vue de tous au bord de la route. Ça servait d'avertissement. La révolte de Spartacus est la toute dernière guerre d'esclaves de l'Antiquité. Crassus et Pompée deviennent à leur tour consuls de Rome. Leur victoire leur confère les pleins pouvoirs sur le Sénat. Mais un autre homme s'apprête bientôt à gouverner à lui seul l'Empire romain tout entier. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain assiste à l'ascension de l'un de ses plus grands chefs. On dira de lui qu'à la guerre, personne ne le surpasse, et qu'en amour, personne n'arrive à sa hauteur. On aurait pu ajouter qu'au fil des époques, aucun autre nom n'aura été autant synonyme de pouvoir absolu. Né en l'an 100 avant Jésus-Christ d'une famille de patriciens, Gaius Julius César finira par rester connu comme le plus grand dictateur du monde méditerranéen. Ses parents sont extrêmement durs en matière de discipline, allant même jusqu'à le battre fréquemment dans l'espoir de l'endurcir. César est un homme grand et musclé, au nerf d'acier, et tout aussi narcissique que déterminé à réussir. À 18 ans, il s'engage dans l'armée et grimpe rapidement les échelons pour devenir commandant. Il est alors bien décidé à laisser la marque de son passage, non seulement sur Rome, mais dans le monde entier. Jules César agit uniquement par ambition. Il est en quête insatiable de pouvoir. Il veut surpasser Alexandre le Grand qui, à 30 ans, a déjà conquis la plupart du monde connu. Il y a comme ça une histoire célèbre où César est en Espagne et contemple une statue d'Alexandre le Grand. Il fond soudain en larmes et s'exclame « À 25 ans, je n'ai encore rien conquis ». Je pense qu'il brûlait d'ambition. Pas uniquement d'être l'homme le plus puissant qui soit, mais il voulait aussi marquer l'histoire comme le seul homme ayant été capable de surpasser Alexandre le Grand.
Jules César demande à ses soldats de faire preuve d'un dévouement sans bornes. En échange, il les paie grassement. Sa première conquête militaire le mène en Espagne, en 61 avant Jésus-Christ. Sa tactique au combat est extrêmement violente. Elle révèle notamment un homme susceptible d'être dangereux pour le Sénat à Rome. C'est d'ailleurs à contre-cœur que les sénateurs républicains le récompensent à son tour en le nommant vice-consul de Rome. Mais le titre ne lui suffit pas. Il veut contrôler davantage le Sénat, qui voit de plus en plus en lui un chef militaire uniquement assoiffé de pouvoir. En 60 avant Jésus-Christ, César convainc les anciens vice-consuls de Rome, Crassus et Pompée, d'exercer le pouvoir républicain à Troie. Cette alliance, en vérité avec la richesse de Crassus et l'influence militaire de Pompée, lui permet de vaincre toute opposition sénatoriale. Les trois hommes créent le premier triumvirat de Rome. César conclut le marché en autorisant Pompée à épouser sa sœur Julia. César s'avère aussi perspicace dans l'arène politique que sur les champs de bataille. Il s'érige en homme du peuple et prend des bains de foule dans les taudis de la banlieue de Rome afin de se présenter comme le défenseur des laissés pour compte. Il s'agit évidemment moins d'un acte bienveillant que d'une manœuvre politique visant à déstabiliser les sénateurs conservateurs, lesquels continuent volontairement de l'ignorer parce qu'ils voient en lui un homme bassement égocentrique. Je pense que les citoyens de Rome ont joué un rôle primordial dans son ambition politique. Avec l'armée, il formait l'un des piliers de sa puissance. César voulait être en permanence sûr qu'il bénéficiait toujours de l'appui du peuple. Il a déployé des efforts considérables, le plus souvent en manipulant la force physique que représente une foule, pour s'assurer que la ville de Rome continuait de le soutenir. Les trois dirigeants se divisent l'Empire équitablement. Après leur mandat d'1 an, Crassus et Pompée quittent leurs fonctions. César en profite pour acheter les nouveaux vice-consuls de Rome afin qu'ils le dotent d'une armée suffisamment puissante pour conquérir l'immense Gaule, la future France. Pendant 9 ans, de 58 à 50 avant Jésus-Christ, César, narguant l'opposition, mène plusieurs campagnes à travers la Gaule. Des expéditions au cours desquelles il pille avec ses légions les richesses du pays. Le bilan en pertes humaines a été énorme. César est responsable de la mort de plus d'1 million de personnes. On savait que les Romains n'étaient pas tendres avec l'ennemi, mais là, César avait dépassé toutes les limites. Il ne faut pas non plus oublier que c'est l'un des plus grands criminels ayant existé. Cette conquête de la Gaule est l'un des moments clés de l'histoire de Rome. César dispose dorénavant de l'armée et des richesses susceptibles de l'aider à vaincre n'importe lequel de ses opposants, y compris ses anciens acolytes, Crassus et Pompée, qui envient son succès. Crassus finit par mourir à la bataille de Carae contre les Parthes. Sa tête servira même de masque au roi des Parthes au cours d'une pièce dramatique grecque. À son retour à Rome en 49 avant Jésus-Christ, César trouve 2 nouveaux vice-consuls qui lui sont hostiles. Même Pompée a fini par se distancier et s'est engagé au Sénat aux côtés de ses opposants. La crise s'est déclenchée en 49, au moment où César a voulu rentrer à Rome pour reprendre le pouvoir. Ses opposants ont refusé. Il a déclaré que ce refus constituait une négation de ses droits et il a envahi l'Italie. César déclare la guerre civile à Rome. Il mène ses légions au bord du Rubicon, le fleuve séparant la Gaule de l'Italie. Là, il s'adresse à ses troupes. Acceptons ceci comme un signe des dieux et suivons le chemin qu'ils nous montrent. Vengeance contre l'ennemi qui nous ont trahis. Alia jacta est, le sort en est jeté. En 49 avant Jésus-Christ, César traverse donc le Rubicon et prend le contrôle de l'Italie.
Pompée a déjà fui Rome et mobilisé ses hommes à Pharsale, en Grèce. Mais César traque son ancien partenaire et mène contre lui une attaque décisive. Les hommes de Pompée, dont beaucoup sont intimidés par les troupes aguerries de César, se mettent à déserter en masse. Après un affrontement brutal, la victoire revient à César. Pompée a survécu au bain de sang. Il fuit aussitôt vers l'Égypte avec César à ses trousses. À son arrivée au port d'Alexandrie, ce dernier est accueilli par le roi des Égyptiens, Ptolémée XIII, qui n'a que 10 ans. Le jeune roi tend à César, en signe de bienvenue, la tête de Pompée. C'est un geste de respect de la part des citoyens égyptiens envers celui qu'ils considèrent comme le héros de Rome. L'Égypte était un pays extrêmement riche et intéressant à conquérir. Mais l'anarchie politique y régnait. Pendant très longtemps, les Romains l'ont laissé comme il était, parce qu'ils n'avaient confiance en aucun aristocrate romain capable de s'y rendre afin de s'en occuper correctement. Le pays était trop riche et c'était trop dangereux. À son arrivée, César a mesuré la situation et a décidé qu'il allait stabiliser le pays. L'Égypte a besoin de l'appui militaire de Rome. Mais un autre type d'alliance intéresse César. Bientôt, c'est avec la sœur du roi Ptolémée qu'il s'associe. Son nom n'est autre que Cléopâtre. En 51 avant Jésus-Christ, Jules César se trouve pris sous le feu d'une querelle familiale. Le roi égyptien Ptolémée XII a légué le trône à son fils de 10 ans, Ptolémée XIII, ainsi qu'à sa fille de 18 ans, Cléopâtre. Des deux co-souverains, Cléopâtre se révèle être la plus douée. C'est une jeune femme pleine d'esprit et très cultivée. Elle se sent parfaitement à son aise en compagnie d'hommes puissants. Mais un complot couve entre les murs du palais. Alors qu'il tente de s'emparer de la totalité du pouvoir, Ptolémée fait chasser sa sœur de la ville. Lorsque Cléopâtre apprend que César se trouve à Alexandrie, elle veut absolument le rencontrer. La ville est toujours entre les mains des partisans de son frère. Aussi, c'est enveloppé d'un tapis oriental que la reine entre clandestinement à Alexandrie. Le quinquagénaire est aussitôt séduit par cette jeune reine de 18 ans, malicieuse et intelligente, qui lui raconte ses déboires. Tous deux décident de s'unir. Ils écrasent d'abord Ptolémée et ses hommes. Une ardente histoire d'amour commence entre eux. Des semaines durant, ils se prélassent à bord d'un bateau, descendant le Nil et observant les couchers de soleil. Cléopâtre est bientôt enceinte de César. Ce sera un garçon. Mais César doit quitter sa maîtresse. Le devoir l'appelle au commandement d'une autre guerre, cette fois en Asie mineure. En 47 avant Jésus-Christ, ses légions s'en prennent aux Pharnacéens à la bataille de Zéla. C'est là qu'il prononce sa célèbre phrase « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César rentre triomphant à Rome. Cléopâtre et leur fils Césarion l'accompagnent. Le peuple romain le nomme dictateur de Rome, un titre pour lequel les citoyens ne peuvent voter qu'en période de guerre civile ou de crise politique. Mais si l'on se confond en honneur pour César, c'est avec méfiance que l'on considère sa nouvelle maîtresse. Cléopâtre faisait figure de menace pour la société romaine. Son personnage allait à l'encontre de tout ce que représentait la décence féminine romaine. On la connaissait pour sa grande liberté et ses pratiques sexuelles. C'était comme si tout à coup le portrait de la matrone romaine risquait d'être remis en cause par cette sirène. Cléopâtre était une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la première fois que César prend maîtresse. Bien qu'il soit marié alors à sa troisième épouse Calpurnia, il a tout le loisir de la tromper. L'adultère est en effet un droit pour les hommes, à condition que ce soit avec une femme célibataire. César, d'ailleurs, ne s'en prive pas.
Jules César, à part avoir été un grand homme politique, un grand militaire et un grand administrateur, avait aussi l'air d'être un sacré coureur. Il s'était fait une telle réputation avec ses aventures qu'à la fin, on a même proposé qu'il ait le privilège de profiter de relations sexuelles avec n'importe quelle femme, et avec autant de femmes qu'il le voudrait. Et même si c'est juste une légende, cette histoire reflète bien en tout cas sa réputation. Je pense que ce devait être un homme très séduisant. Il y a même eu des chansons de soldats pendant ses campagnes militaires. Lorsqu'il investissait une nouvelle ville, on chantait « Enfermez vos femmes, César approche ». En même temps, un homme qui jouissait d'un tel pouvoir devait bien séduire de nombreuses femmes. Outre son goût prononcé pour les femmes, César ressent en permanence le besoin de faire étalage de sa puissance. Faisant fi de l'assentiment du Sénat, il lance plusieurs programmes de réforme, parmi lesquels l'annulation des dettes des agriculteurs. Intelligent et visionnaire, il instaure le calendrier julien de 365,25 jours. C'est aussi en son honneur que l'on s'inspire de son premier nom, Julius, pour baptiser le mois de juillet. Les classes populaires de Rome applaudissent ses efforts visant à améliorer leurs conditions. À leurs yeux, c'est un homme bon. Aussi, en 45 avant Jésus-Christ, dans une démonstration de gratitude sans précédent, les citoyens de Rome le surnomment à 54 ans dictateur à vie. Dès lors, il devient une menace plus importante encore pour le vieil establishment romain. Les sénateurs ont peur qu'il ne s'attribue trop de pouvoir. Un jour, on l'a nommé dictateur, et ce jour-là, il a sans doute changé un tant soit peu de personnalité. Lorsqu'un homme prend autant d'ampleur et jouit d'autant de gloire, il est possible qu'il commence à regarder en bas vers les institutions comme le Sénat. Son utilisation abusive et désinvolte du pouvoir va pourtant finir par le perdre. Sous l'impulsion de Cassius et de Brutus, un proche ami de César, un groupe de sénateurs conspire son assassinat. La femme de César, Calpurnia, l'a pourtant averti après avoir fait un rêve prémonitoire. Mais César n'en tient pas compte. Aux ides romaines de mars 44 avant Jésus-Christ, César se promène à l'intérieur du palais du Sénat. Il ne se doute pas de l'imminence de sa mort. Quelques instants plus tard, un gang de sénateurs se jette sur lui et le poignarde à plusieurs reprises de leurs dagues. L'attaque est sauvage, d'une extrême violence. Après avoir reçu 27 coups fatals, il a le dernier réflexe de rabattre sa toge sur son visage pour qu'on ne le voie pas mourir. La nouvelle de son assassinat provoque un véritable chaos dans les rues de Rome. Si les assassins sortent des salles du Sénat au cri de « liberté », bon nombre de ses sympathisants sont furieux. Antoine, alors député de César, lance un appel émouvant au peuple romain, afin que l'on offre à leur chef des funérailles publiques dignes de lui. Le discours d'Antoine a eu une telle portée que lorsque la foule a vu le corps mutilé de César, elle s'en est emparée afin de le brûler par elle-même. Les gens l'ont donc descendu ici, à l'autre bout du forum, et l'ont brûlé sur le champ. On a ensuite édifié un monument. Vous pouvez encore en voir les restes ici. Certains nostalgiques romains continuent de vénérer les restes que vous voyez ici. À chaque Ide de mars, ce sont en particulier des royalistes qui viennent déposer ici des fleurs à la mémoire de César, le dictateur. Après sa disparition, César devient une icône romaine, et ce malgré ses détracteurs. On érige des temples à sa gloire, dans lesquels il demeure l'archiprêtre ou le pontife Maximus. Certains l'élèvent même au rang de Dieu.
Je dirais que César symbolise une chose positive et une autre négative. Il représente le nouvel état politique de l'Empire romain, le concept d'un empire gouverné par un empereur. Il est vrai que jusqu'à Justinien, tous les empereurs vont s'appeler César. Et d'un autre côté, Jules César incarne un frein pour tous ses successeurs. Ils se souviennent que dans son parcours pour devenir monarque, il s'est fait sauvagement assassiner. C'est une image qui va continuer de hanter les empereurs au cours des 6 siècles qui suivent. Si César a contribué à romaniser le monde, il a également laissé une république romaine sans dessus-dessous. Au Sénat, les luttes intestines ont fini par paralyser le gouvernement. Il faut aussi se préoccuper de gérer une population grandissante. La République doit donc se trouver d'urgence un nouveau représentant. Au milieu du chaos déclenché par l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, Rome tout entière vit dans l'angoisse de lui trouver un successeur. Si Cléopâtre a porté le seul et unique fils de César, Césarion, c'est le fidèle député Antoine qui se positionne comme héritier légitime. Mais même une fois mort, César continue de dicter son choix politique. On apprend dans ses volontés qu'il a adopté à titre posthume son petit-neveu Octave. Celui-ci n'a beau avoir que 19 ans et être inconnu, c'est pourtant lui qui hérite de Rome et de toute la succession de son oncle. Octave n'a appris son adoption qu'après le meurtre de César. Ça figurait dans son testament. Il lui a d'ailleurs fallu énormément de courage pour venir à Rome revendiquer l'héritage. Mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Et il a commencé à faire de la politique politicienne et à essayer de se mettre l'armée dans la poche. Il a joué un double jeu, d'un côté contre Antoine et de l'autre contre les conservateurs. Octave a démarré sa carrière en démagogue, dont la seule ambition était de prendre le contrôle d'une armée. Octave, plus connu sous le nom d'Octavien, fait figure d'adolescent gâté. C'est un jeune homme faible physiquement et incompétent au regard des responsabilités gouvernementales qui l'attendent. Il se heurte dès le début à l'opposition d'Antoine. Celui-ci est aussi un chef militaire effronté qui a prouvé son dévouement à César au cours de plusieurs batailles clés. Antoine avait une réputation terrible de débauché. Il se livrait à des orgies, à des beuveries. Il couchait avec des hommes et des femmes. Le grand orateur et politicien Cicéron ne s'est pas privé de l'attaquer violemment sur tous les aspects de sa vie privée comme publique, en le traitant par exemple d'abruti par l'alcool ou de loque humaine menée uniquement par le sexe. Il y a une anecdote qui relate un incident au cours d'une réunion politique. Antoine s'y est présenté un matin alors qu'il était encore sous l'effet des nombreux excès de sa nuit passée. Il n'avait pas dessoulé et il s'est mis à vomir sur sa toge en pleine assemblée. Octavien tourne alors à son avantage le comportement indiscipliné d'Antoine. L'adolescent est ambitieux et rusé. Il a compris qu'il lui faut d'abord s'allier avec Antoine s'il veut s'emparer de la totalité des pouvoirs sur l'Empire. Octavien a réglé chaque détail de son plan. Il commence par donner à Rome son second triumvirat, en partageant le pouvoir avec Antoine et Lépide, un ancien gouverneur de province romaine. Lépide quitte d'ailleurs bientôt cette coalition tripartite. Octavien et Antoine se partagent donc à deux la gestion de l'Empire. Octavien prend en charge les provinces situées à l'ouest, parmi lesquelles l'Espagne, l'Italie et la Gaule. Et de son côté, Antoine régit les provinces est d'Afrique du Nord et d'Asie. Suivant les traces de César, Antoine finit par faire alliance avec la reine d'Égypte, Cléopâtre. Leur première grande rencontre a eu lieu sur ce qui représente aujourd'hui la côte sud de la Turquie. Cléopâtre a grandi. C'est une femme avec bien plus d'expérience qu'elle n'en avait au moment de sa relation avec César. Pour venir au-devant d'Antoine, elle remonte donc le fleuve dans un grand navire décoré de tentures dorées et violettes. Elle-même est censée s'être vêtue à la manière de la déesse Vénus.
Il y a autour d'elle des musiciens, des parfums se répandent dans l'air, toute une mise en scène en vérité. Ces rameurs caressaient l'eau avec des rames en argent qui s'abaissaient en rythme au chant des flûtes, Plutarque. Cléopâtre, qui a cessé de pleurer la disparition de Jules César, tombe désespérément amoureuse dès sa rencontre avec l'ambitieux Antoine. Cléopâtre a tiré des leçons de sa liaison avec Jules César, pas uniquement amoureuse, mais aussi sur la manière de manipuler les puissants généraux romains. Elle a appris une ribambelle d'exercices, sexuels comme politiques, qui vont lui permettre de séduire Antoine. Bien entendu, ça marche dans les deux sens. L'essentiel reste que César, Antoine et Cléopâtre savaient chacun exactement ce qu'ils faisaient. S'ils tombaient amoureux et couchaient ensemble, ils savaient pourquoi. Il s'agissait en fait d'un accord tacite entre des individus puissants qui savaient à quoi s'en tenir. La liaison entre Antoine et Cléopâtre fait évidemment partie des relations les plus célèbres de toute l'histoire. Mais le plus intéressant, c'est qu'Antoine a ensuite quitté l'Égypte pendant 4 ans et n'a pas cherché à revoir Cléopâtre pendant ce temps-là. Apparemment, elle ne lui a pas vraiment manqué, et pour cause. C'est à cette période qu'il a épousé Octavia, la sœur d'Octavien. Antoine espère que son mariage avec Octavia lui assurera la loyauté d'Octavien. Mais lui-même finit par abandonner sa femme et retourne à Alexandrie conclure un accord politique avec Cléopâtre. Les deux amants projettent d'évincer le jeune Octavien afin de gouverner tous deux le monde occidental. Mais en réalité, leur collaboration offre à Octavien l'occasion qu'il attendait depuis longtemps. Octavien lance alors une impitoyable campagne de propagande. Il raconte au peuple romain que Cléopâtre a ensorcelé Antoine, que les deux amants passent leur temps dans de gigantesques banquets et orgies, et qu'Antoine a l'intention de déposer la moitié de l'Empire romain aux pieds de son amante. Cette campagne de diffamation fonctionne à merveille. Les citoyens romains se rallient à sa décision de déclarer la guerre à Antoine et à Cléopâtre. À la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, les soldats d'Octavien vainquent les navires d'Antoine et de Cléopâtre sur la mer Méditerranée. Parvenant à s'extraire sain et sauf du conflit naval, le couple se réfugie en Égypte. Mais Antoine et Cléopâtre savent que les hommes d'Octavien sont à leur trousse. La toute dernière décision d'Antoine consiste à se retirer dans ses appartements. Là, il saisit son épée et se frappe à la poitrine. C'est une mort lente et douloureuse. Lorsque Cléopâtre apprend qu'Antoine a mis fin à ses jours, elle décide de le rejoindre. La reine égyptienne enroule alors un serpent venimeux autour de son bras, qui ne tarde pas à la mordre. On peut dire qu'Antoine et Cléopâtre ont tous deux choisi de se suicider pour ne pas entacher leur réputation. Si au contraire, ils avaient fait le triomphe d'Octavien à son retour à Rome, les choses auraient été à leur sens beaucoup plus compliquées. Tous deux ont choisi de sortir de la scène politique de la manière, à leurs yeux, la plus décente et la plus noble. Antoine et Cléopâtre morts, les hommes de main d'Octavien règlent son compte au seul fils de César, Césarion. Plus personne ne risque désormais de se mettre en travers du chemin d'Octavien. La République romaine a cessé d'exister. À sa place, Octavien participe à la mise en place d'un nouveau gouvernement, l'Empire de Rome. Le rêve d'Octavien est devenu réalité. Il est à présent le premier empereur de Rome et le seul gouverneur de la nation la plus puissante de toute l'Antiquité. Octavien a vécu une ascension spectaculaire vers le trône impérial. On le baptise alors Auguste, ce qui veut dire mi-dieu.
Pour le peuple romain, Auguste devient l'être humain le plus proche de Dieu. Son règne apparaît comme l'une des périodes les plus brillantes de toute l'histoire romaine. Une période de possibilités infinies. Être alors un Romain, c'est voir toutes les portes s'ouvrir.